Graines de business, l'émission radio hebdomadaire sur l'entrepreneuriat à Taïwan, présentée par Valentin Floquet sur le service français de Radio Taïwan International. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur la page Facebook dédiée Graines de business, mais aussi sur mon compte Twitter personnel ValFR84, dans lequel je partage également des informations plus généralistes sur Taïwan. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de business. Bienvenue à tous pour suivre ce nouveau numéro de Graines de business. Merci d'écouter cette émission et de suivre l'épopée de tous ces entrepreneurs à Taïwan. Je vous rappelle le sujet de la semaine dernière et des 3 dernières émissions qui était celui des panneaux photovoltaïques, plus précisément les panneaux solaires et leur recyclage à 100% avec une machine censée pouvoir recycler l'intégralité d'un panneau solaire, ou en tout cas de ceux qui sont les plus courants. Donc nous avons passé 3 émissions à expliquer en détail le processus et le concept de la société de TSGC et le modèle économique derrière. Cette semaine donc nous allons passer à un nouveau sujet, nous allons parler de Fire Technologies, si je le prononce correctement en anglais, FIAR Technologies en français, c'est PHIAR, et c'est une société qui a été rachetée l'année dernière par Google. Donc suite à ce rachat, le collectif Taiwan Startup Islands a voulu interviewer son fondateur qui est Yu Chunping et qui a partagé sa vision de la technologie avec un ponte dans le monde de la tech qui est Monsieur Asianométrie, qui explique qui vulgarise sur sa page YouTube le monde fascinant des semi-conducteurs à Taïwan. Et donc tout de suite nous allons commencer l'entretien avec Yu Chunping. Il s'agit d'abord de présenter le concept derrière Fire Technologies, un système de navigation en réalité augmentée permettant de faire moins d'erreurs dans l'analyse des données expliquées par le navigateur et le guide. Ce que nous construisons est un système de navigation d'aide à la conduite en réalité augmentée. C'est notre produit principal. Il est destiné à aider l'utilisateur et à le guider à se rendre à une destination. Un peu comme Google Maps ou Waze, mais au lieu de montrer une carte, nous utilisons des indications en réalité augmentée, ajoutées aux informations filmées en temps réel à travers une caméra. Les informations de navigation sont donc directement superposées, de manière à ce qu'elles apparaissent comme si elles étaient directement peintes sur la route et permettent d'indiquer clairement la direction à prendre. Nous sommes convaincus que c'est le moyen le plus direct de comprendre la direction à prendre. Pour atteindre ce résultat, nous avons été obligés de créer beaucoup de modèles différents d'intelligence artificielle pour reproduire une vision informatique de tous les événements et toutes les formes qui apparaissent devant nous et de définir la profondeur de champ avec plusieurs couches afin de définir chaque superposition correctement. C'est un produit qui demande un énorme travail technologique, mais aussi de conception, car nous avons dû trouver la ligne entre une interface qui pourrait distraire et une interface qui soit facilement lisible. Donc tout a été conçu avec une grande attention pour obtenir ce produit. Parlons maintenant un petit peu plus en détail de l'inspiration pour avoir commencé à développer ce produit pour Yu Chunping et aussi quel a été le processus et quel a été son passé qui a fait qu'il a voulu développer un tel concept. My background mainly is in computer vision, machine learning research. Ma formation a été dans la recherche, dans l'apprentissage automatique dans le domaine de la vision par ordinateur. J'ai fait ma recherche postdoctorale à Boston et déjà à l'époque, je m'étais rendu compte qu'en conduisant, j'étais le genre de conducteur à être très dépendant de mon GPS. Je suis incapable de me rendre à un endroit sans GPS
et à cause de ça, je suis incapable de reconnaître la route car je ne fais que suivre machinalement les instructions du GPS. C'est un problème, surtout à Boston, qui a une circulation et cartographie routière extrêmement complexe. Car plusieurs fois le GPS me dit de tourner à droite, mais sur la carte, il y a 4 rues dans lesquelles on peut tourner à droite et devant moi, il y a 4 rues dans lesquelles je peux tourner. Bien évidemment, cela me rend confus. Je ne sais pas quelle route je dois prendre à droite et en conduisant, je dois prendre une décision instantanée. Je ne peux pas m'arrêter en plein milieu et essayer de comprendre ce que le GPS m'indique. Je ne me rappelle plus combien de fois j'ai fait le mauvais choix et pris la mauvaise rue et que cela a fait que j'étais en retard à mes rendez-vous. C'en est arrivé au point où je me suis demandé pourquoi je dois encore lire cette satanée carte. Bon, peut-être que je me trouvais aussi des excuses, mais Boston est vraiment une ville dans laquelle évoluer en voiture est très compliqué. Et en ce qui me concerne, je regarde mon GPS sur mon téléphone avec un support qui est accroché sur le pare-brise. Cela veut dire que j'ai déjà l'écran face à moi et la caméra face à la route. Je me suis donc demandé pourquoi le téléphone ne pourrait pas me donner des indications de ce que je vois devant moi et m'afficher directement devant moi la direction que je dois prendre, au lieu de me dire bâtiment à droite ou à gauche. On a l'impression d'avoir un copilote de 15 ans. Et je me suis dit, comme ça n'existe pas, il doit y avoir quelqu'un qui ait envie de faire quelque chose de mieux. Et avec ma formation en vision par ordinateur, cette application me correspondait parfaitement et j'ai donc choisi de m'y intéresser. C'est de cette manière que j'ai créé ma société. Ça n'a pas été un choix très difficile, car j'étais à l'époque un chercheur postdoctoral qui sortait de son doctorat. Et ce genre de position ne payait pas beaucoup, donc le choix de cette transition a été facile pour moi. Difficult choice because I was a postdoc fellow, a research position after PhD, and typically they're not well paid. So that was an easy transition for me. Bien que le monde académique ne paye pas vraiment et que les tentations sont nombreuses au niveau de lancer un commerce et un concept quand on sort de mondes comme ce genre de technologie très, très innovative, il y a quand même encore le besoin de devoir faire une démarche commerciale et de savoir la faire. Pourquoi et comment Ujumping a pu faire ce lien avec, entre le monde académique et le monde du commerce? I always knew that engineering and science isn't my forte. J'ai toujours su que l'ingénierie et la science n'étaient pas mon fort. Et même si j'ai fait tout mon cursus jusqu'au doctorat et même la recherche postdoctorale, cela n'a jamais été quelque chose dans lequel je sentais que j'excellais. J'ai vu des ingénieurs autour de moi extrêmement talentueux et bons dans ce qu'ils faisaient, et des scientifiques brillants qui étaient vraiment bons en recherche. J'ai atteint à peu près le même niveau de connaissances que ces gens, mais mon ressenti était que j'étais bien meilleur à appliquer toutes mes connaissances à différents cas concrets. C'est aussi pourquoi j'ai choisi de devenir un entrepreneur. Et je ressens que je peux faire ça mieux que de continuer à faire des recherches académiques. J'ai aussi saisi cette opportunité d'apprendre à propos du commerce, car si j'intégrais une société en tant qu'ingénieur ou en tant que chercheur, il n'y aura jamais d'opportunité pour que je puisse passer du côté commercial de la création d'un produit. C'était donc une parfaite opportunité d'être exposé à beaucoup de choses différentes. Any business-related side of things. So this was a good opportunity for me to get exposed to many different things. Alors nous avons vu comment il a pu faire le lien entre le monde académique et le monde du commerce pour lui-même, mais qu'en est-il du produit? Pour lui, qu'est-ce qu'un produit qui peut sortir du monde académique, de la recherche technique et scientifique, et devenir un produit commercialisable? I think people might think of it differently, but for me, I feel like there's use cases for many different research. C'est possible que les gens voient ça différemment, mais de mon point de vue, chaque recherche a un cas d'application, et pour chaque papier, il y a un champ d'application. Seulement, ce qui différencie une recherche de laboratoire d'une application sur le marché est l'intérêt, l'intention ou simplement l'idée de transformer cette recherche en un produit pour le monde réel. C'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement et je crois que c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'investir dans l'application car c'est un cas d'utilisation concret et direct de ce que je faisais en recherche dans le domaine de la vision par ordinateur durant mon doctorat. Et ça s'applique à un point sensible qui me touchait personnellement et je me suis dit que c'était une difficulté que d'autres gens devaient rencontrer quand ils conduisaient. Donc le projet commence, comment a-t-il pu financer toute la recherche autour de ce produit, sachant qu'il y avait beaucoup de travail à faire, quelles ont été les options qu'il a étudiées, c'est ce qu'il nous explique en fait dans cette partie-là. So I'll tell you this story. It's kind of funny.
When we started the company, we only had a demo of the technology, which was a live on-device object detection. That was 5 years ago. Je vais te raconter une histoire qui est assez amusante. Quand nous avons lancé notre société, nous n'avions qu'un échantillon de démonstration de notre technologie à montrer aux clients. C'était un système de détection pour parking sans appareil. C'était il y a 5 ans. Et on ne s'est pas débiné. On disait à nos clients, « Regardez ce qu'on est capable, donc ayez confiance et je fabriquerai le produit complet basé sur cette technologie. » C'était notre pitch principal, même si on parlait aussi, comme tout le monde, de marketing et de chiffres. Nous sommes parvenus à convaincre quelques business angels et à lever des fonds, mais pas assez en définitive pour avancer dans notre projet. Si nous voulions développer notre produit correctement, nous avions besoin de bien plus de ressources. Pour essayer de l'expliquer le plus simplement possible, nous avons réalisé que notre système était de l'autopilote sans avoir besoin de conduire une voiture. Ce que cela signifie est que, pour rendre une voiture autonome, il y a une part de développement d'un système de contrôle. Avant de vouloir contrôler un véhicule, il faut d'abord planifier la trajectoire du véhicule. Et pour cette planification, il faut être capable de comprendre ce qui se passe devant le véhicule. Et donc pour notre outil, nous devions développer le calcul de la trajectoire et l'analyse des éléments visuels devant le conducteur. On avait juste à ignorer le contrôle. Notre première approche a été de vouloir développer un système à travers une application mobile. Donc au départ, nous faisions le développement directement sur téléphone, ce qui est très limité en termes de ressources informatiques. C'est pour cette raison que nous avions besoin de beaucoup d'ingénieurs pour développer la tech, le produit et le design et tout, pour inclure une technologie d'autonomie de conduite dans un téléphone. Tout ça en temps réel avec une précision suffisante. Cette technologie est très gourmande en ressources et c'est pour cela que nous avons fait une levée de fonds. Quand nous n'avons pas atteint nos objectifs avec nos business angels, je me suis souvenu que j'avais déjà entendu parler d'une chose qui s'appelait un accélérateur. Et apparemment, ils n'ont pas peur de payer. J'ai donc commencé à chercher quelques accélérateurs. Et quand j'ai fait une recherche d'accélérateurs sur Google, j'ai trouvé Y Combinator, AngelPad et aussi 500 startups et Techstars. Ce sont parmi les plus connus. Et ensuite, j'ai concentré ma sélection sur les programmes pour lesquels les inscriptions étaient encore ouvertes. À ce moment, il y avait Y Combinator, Techstars et AngelPad. J'ai donc envoyé ma candidature aux 3 sans vraiment faire attention aux particularités de chacun, outre que l'argent qu'il donnait. AngelPad avait refusé notre application. Techstars nous avait donné une demande de rendez-vous pour un entretien. Et Y Combinator nous avait contacté directement pour un entretien également. Un de nos employés, qui faisait partie de notre team, avait un immense respect pour Y Combinator et s'est exclamé « Oh, vous avez été sélectionné par YC, vraiment !» Et c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à YC et que j'ai découvert que c'était un accélérateur très réputé. Et donc, j'ai décidé de m'investir plus sur cet accélérateur-là. Comme nous avons commencé par lever des fonds avant de chercher un accélérateur, j'avais déjà eu une expérience de faire des présentations sous le format de pitch et j'avais plus ou moins déjà défini les questions qui peuvent être posées par les investisseurs et donc je n'étais pas particulièrement nerveux pour aller passer l'entretien avec YC. Et sans aller dans le détail de l'entretien, nous avons été acceptés et intégré le programme de l'accélérateur. Et une fois que j'ai intégré le programme, je m'attendais à faire comme dans tous les autres accélérateurs, c'est-à-dire me rendre régulièrement dans un bureau où des mentors me disent quoi dire et quoi faire et analysent l'évolution du projet. J'ai été très surpris. YC ne fonctionne pas comme les autres accélérateurs. Ils font un dîner hebdomadaire où chaque semaine il y a des intervenants qui viennent expliquer leurs expériences et à côté il y a simplement des heures de disponibilité pour prendre des rendez-vous avec les mentors. Mais en dehors de ça, ils comptent sur vous pour faire évoluer votre produit et votre entreprise. Et donc au final, le seul plus grand que YC, c'est le réseau. L'accès à la communauté des fondateurs et à un forum dans lequel vous pouvez vraiment trouver une bonne entraide. Le reste est très déstructuré. Après, le Demo Day a été une expérience extraordinaire. Des sociétés en investissement à capital risque sont présentes et sont vraiment là pour investir dans les projets présentés. Et c'était une excellente opportunité.
Mais en résumé, YC est déstructuré et veut que les participants arrivent à se débrouiller pour se développer par eux-mêmes durant les quelques mois du programme. So all the big name VCs would join the demo day. So that was a very good opportunity. But YC itself is very unstructured and they expect all the founders to just work throughout that 3 months. Voilà pour cette première partie en compagnie de Yuchunping pour nous parler de Fire Technology. Je pense qu'on aura au moins 1 voire 2 nouveaux épisodes sur le sujet qui est très intéressant sur justement le développement et la recherche dans une façon de faire de la conduite ou de la navigation en réalité augmentée. Et j'espère que la suite des explications et du détail technique que va nous présenter Yuchunping va être très intéressant. Je rappelle quand même que la société Fire Technology a été rachetée par Google en 2022 comme j'ai dit dans mon introduction et que désormais Yuchunping est devenu le directeur de recherche par rapport à ce nouveau projet alors que Google a placé un directeur de sa société en tant que CEO, en tant que président directeur général. Voilà donc pour ce sujet, merci à tous d'avoir suivi Radio Taïwan International et Graines de Business. Bonne journée à tous, c'était Valentin Floquet.